Tableau à l'huile, un habitant de la région de Moscou en Russie est ravi de l'attaque de drones d'aujourd'hui. Juste, quand est-ce que cette guerre va enfin se terminer? C'est juste. Il y a quelque chose qui brûle là-bas. C'est, les gars, c'est vraiment horrible. J'ai sincèrement cru et espéré jusqu'au tout dernier moment que ce scénario catastrophe n'arriverait jamais et qu'au moins un de nos entrepôts resterait intact. Mais la réalité nous a rattrapés. Et malheureusement, il est temps de dire adieu à Koledino, notre site si précieux. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je vais bien sûr désactiver les commentaires sous cette vidéo car une grande quantité de bienveillants va débarquer maintenant. Eh bien, que puis-je souhaiter? De la force, de la patience et de traverser dignement ce chemin difficile. Moscou ne dort pas. Les drones ukrainiens ont provoqué un carnage de feu près de la capitale. Un coup porté directement au portefeuille du Kremlin. Un gigantesque Wildberries a pris feu près de Moscou. L'arrière-front de Poutine ne peut plus être caché. Moscou dans un cercle de feu. Dropati, Madiari et Khmara agissent avec beaucoup d'audace. C'est devenu systématique. Moscou, la Crimée et l'arrière-front russe sous une nouvelle pluie de frappes. L'automne sera chaud, l'Ukraine intensifie ses attaques, le Kremlin est déjà nerveux, la propagande russe tire la sonnette d'alarme. Je vous donnerai tous les détails dans un instant. Bonjour, c'est l'Ukraine aujourd'hui, je suis Victoria Perepelitsa et voici les derniers événements. Urgent, Khmara, les Madiari et les Dropati ont déjà atteint Moscou. Le plan de victoire est en pleine exécution. Les oiseaux de fer ukrainiens de la vengeance ont atteint Koledino, en Russie. Et encore un entrepôt Wildberries. Soit dit en passant, il s'agit du plus grand entrepôt de l'entreprise dans les marécages. Sa superficie est de 200 000 mètres carrés. Le gouverneur de la région de Moscou de la Fédération de Russie, Vorobiev, a déclaré que la région avait subi cette nuit l'une des attaques de drones les plus massives de ces derniers temps. Prétendument, 187 drones ont été abattus et neutralisés. À Podolsk, suite à l'impact d'un drone, un incendie s'est déclaré dans l'entrepôt de la société Wildberries sur le territoire du parc industriel de Koledino. Au moment de l'attaque, les employés ont été mis à l'abri. Aucun d'entre eux n'a été blessé. À Domodedovo, un incendie s'est déclaré dans un entrepôt de médicaments. Selon les informations préliminaires, il n'y a pas de victimes. Des dommages ont également été signalés à Kachira, où un nouveau bâtiment du commissariat de police a été touché, et à Voskresensk, où certaines structures d'un site industriel ont été endommagées. La société Wildberries a également confirmé l'attaque contre son entrepôt de Podolsk, déclarant modestement qu'un incendie s'y était déclaré. L'ampleur de cet incendie peut être évaluée sur la vidéo. Selon la chaîne de surveillance ukrainienne Exelinova Plus, l'attaque a provoqué l'incendie non seulement de l'entrepôt Wildberries à Koledino, mais aussi du complexe logistique multimodal Severnoe Domodedovo à Domodedovo. Le maire de Moscou, Sobyanin, affirme que 600 drones auraient volé en direction de la région de Moscou depuis la soirée. Parmi eux, 201 drones ont été détruits dans la région. Il a écrit qu'il y a eu des chutes de débris, mais n'a rien mentionné concernant des impacts. Mais nous allons vous montrer. Il semble que dans les marécages, la guerre soit bel et bien devenue une réalité quotidienne. Selon le commandant des forces de système sans pilote des forces armées ukrainiennes, Robert Brovdi, entre le 1er et le 15 août, les unités des forces de système sans pilote ont éliminé en moyenne 333 occupants par jour, soit un total d'environ 5000
À l'arrière, dans les marécages, la guerre est bel et bien devenue une réalité quotidienne. Et peu importe sur le moment qu'il s'agisse de colonnes de fumée violette issues de la consommation bancaire, de suie noire provenant de la calcination de courageux débits de boissons, ou de la palette chimique des usines produisant des armes. Il a également signalé que 22 navires de la flotte Fantôme ont été touchés au cours de la première moitié du mois d'août. Un total de 228 durant l'opération Lait. De plus, en 2 semaines, 74 nœuds énergétiques ont été touchés en Crimée occupée. L'infrastructure énergétique de la péninsule continue de fonctionner avec des interruptions. Brovdi a également noté la poursuite des frappes sur l'autoroute Novorossiysk-Crimée et sur la défense anti-aérienne russe. J'ai même peur d'imaginer ce qui arrivera aux pauvres occupants à l'automne. À ce moment-là, la balistique ukrainienne sera prête. Pour Lola, comme on dit. Le nouveau commandement ukrainien rend le Kremlin de plus en plus nerveux. Les propagandistes russes ont soudainement changé de rhétorique et des événements se produisent en Crimée occupée qu'il est désormais impossible de dissimuler, même avec les déclarations les plus retentissantes de Moscou. Qu'est-ce qui change exactement sur le champ de bataille? Pourquoi l'arrière russe ne se sent-il plus en sécurité? Et quelle nouvelle stratégie ukrainienne suscite la plus grande peur chez l'ennemi? Tous les détails explosifs, c'est pour la suite. Ces atouts de l'Ukraine rendent le Kremlin fou de rage. Alors que la propagande russe tente de convaincre sa propre population que la situation sur le front est soi-disant sous contrôle, il devient de plus en plus difficile pour Moscou de dissimuler la panique. La raison: le nouveau commandement ukrainien, qui mise non pas sur la quantité, mais sur la vitesse, la technologie et des solutions non conventionnelles. Et il semble que ce soit précisément cette formule qui commence à briser toute la logique de la guerre russe. La nomination de Mikhailo Drapati au poste de commandant en chef des forces armées ukrainiennes a suscité une réaction très révélatrice dans les marécages. Les blogueurs pro-guerre, qui se moquaient encore hier du commandement ukrainien, ont soudainement adopté un ton très différent. L'un des propagandistes russes les plus connus, Maxime Kalachnikov, a admis sans détour: pour les forces armées russes, c'est une mauvaise nouvelle. C'est un général très compétent et ce n'est pas un boucher. Un autre blogueur militaire russe, Yuri Podoliaka, a appelé ses partisans à cesser de se moquer de Drapati, admettant qu'ils ont affaire à un adversaire extrêmement dangereux qui a fait toute la guerre, de commandant de bataillon à général. Et c'est sans doute la meilleure évaluation qu'un commandant ukrainien puisse recevoir. Car ce n'est pas à Kiev, mais précisément à Moscou qu'on le craint le plus. Drapati est un général d'une nouvelle génération qui connaît parfaitement la guerre moderne. Il n'est pas associé aux anciens schémas, mais mise sur la mobilité, les technologies et la préservation maximale de la vie des militaires ukrainiens. C'est précisément ce type de commandant que la Russie considère aujourd'hui comme l'un des plus dangereux. Une véritable peur au Kremlin est également suscitée par celui qui est en poste depuis longtemps. Les Russes prononcent son nom avec une irritation manifeste. Le commandant des forces de système sans pilote, Robert Madyar-Brovdi, transforme les drones ukrainiens en une arme d'envergure stratégique. Et tandis que Drapati restructure toute l'armée ukrainienne, Madyar détruit méthodiquement ce qui était considéré depuis des années comme l'arrière-garde russe inaccessible. C'est précisément ce tandem qui ressemble de plus en plus à un nouveau modèle de guerre. L'un change les règles sur le champ de bataille, l'autre porte les combats au plus profond des lignes ennemies. Et pendant que les généraux russes s'habituent à cette nouvelle réalité, l'Ukraine joue déjà selon des règles totalement différentes. Les règles d'une guerre de haute technologie où le rôle principal n'est pas joué par les colonnes de chars, mais par la précision, la vitesse et des milliers de drones. Le premier grand symbole de cette nouvelle stratégie a été l'opération que Robert Brovdi a nommée de manière très symbolique Crimean Switch Off, interrupteur crimée éteint. Et si il y a encore quelques mois cela pouvait sembler être un joli nom aujourd'hui pour la Crimée occupée, c'est devenu une dure réalité. Les drones ukrainiens ont commencé à mettre systématiquement hors service l'infrastructure énergétique de la péninsule. Dans de nombreuses régions de la Crimée occupée, l'électricité, l'eau et la téléphonie mobile ont disparu. L'administration d'occupation russe est déjà contrainte d'imposer des restrictions sur la consommation d'électricité, même pour les entreprises, et en raison des coupures de courant, des problèmes majeurs d'approvisionnement en eau ont commencé. Ce que le Kremlin a qualifié pendant des années de vitrine de la Crimée russe ressemble de plus en plus à un territoire en proie à une crise humanitaire. Le coup le plus douloureux a été porté aux installations militaires des occupants à Sébastopol. Selon les témoignages, au moins 8 puissantes explosions ont retenti. Le 475e centre de guerre électronique du Cap Fiolan, où étaient déployés les systèmes stratégiques
Murom-M et Krasukha, censé protéger les troupes russes contre les armes modernes, a été touché. Simultanément, des positions de défense anti-aérienne et d'autres installations militaires ont été attaquées. L'ironie de la situation réside dans le fait que les systèmes censés brouiller les drones ukrainiens sont eux-mêmes devenus leurs cibles. Le Kremlin a dépensé des milliards pendant des années pour créer un dôme impénétrable au-dessus de la Crimée. Mais aujourd'hui, ce dôme ressemble de plus en plus à une passoire. Et chaque nouvelle frappe réussie confirme que l'avantage technologique passe progressivement à l'Ukraine. Un signal révélateur est également venu des grandes entreprises russes. La place de marché Ozone a pratiquement cessé de livrer des marchandises à Simferopol, Jankoï et Sébastopol. Les habitants de la péninsule signalent que lors de la passation de commandes, le système n'affiche plus de points de retrait disponibles et que le point de réception des marchandises le plus proche se trouve désormais sur le territoire russe, à Taman. Pour les occupants, cela sonne comme une condamnation. Même les grandes entreprises russes ne sont plus prêtes à faire semblant que tout est calme en Crimée. La panique est telle que les autorités d'occupation ont commencé à renforcer le contrôle, même sur le transport de carburant via le pont de Kertch. Désormais, les bidons sont inspectés à la lampe torche, et si le contenu ne peut être examiné, ils sont inspectés à l'aide d'un endoscope. Le Kremlin, qui vantait encore récemment le pont le plus sûr du monde, vérifie aujourd'hui presque chaque réservoir de carburant, comme s'il s'attendait à une menace venant de partout. Il semble que la peur soit devenue le principal passager du pont de Kertch, et c'est précisément ici que la nouvelle formule de guerre ukrainienne se manifeste de plus en plus clairement. Drapati restructure l'armée, la rendant plus efficace, plus rapide et plus moderne. Pendant ce temps, Magyar détruit méthodiquement l'arrière russe, transformant les dépôts, les nœuds logistiques, les infrastructures énergétiques et les installations militaires en cibles légitimes. Pour le Kremlin, il ne s'agit plus de frappes isolées, mais d'un véritable cauchemar technologique. La logistique s'effondre, la Crimée perd sa liaison avec la Russie et les propagandistes parlent de plus en plus non pas de victoire, mais de la manière de sauver ce qu'il reste. Et si ce tandem maintient son rythme actuel, le problème principal de l'armée de Poutine ne se situera plus sur la ligne de front, mais loin à l'arrière. La Russie perd rapidement ce qu'elle a qualifié pendant des années de sa principale forteresse. En Crimée, des événements se produisent que le Kremlin n'est plus en mesure de dissimuler. La panique grandit, les schémas habituels s'effondrent. La péninsule ressemble de plus en plus à un territoire isolé. Que s'est-il passé? Pourquoi les occupants ne se sentent-ils plus en sécurité même là où ils étaient encore récemment convaincus de leur invulnérabilité? Et quel nouvel atout de l'Ukraine fait trembler Moscou? Les détails dans ce reportage. La Crimée est résolument coupée de la Russie et si hier encore les occupants étaient convaincus que la mer protégeait leur position, aujourd'hui l'Ukraine prouve que le danger peut surgir là où personne ne l'attend plus. Le Kremlin ne perd pas seulement le contrôle de la péninsule, il perd l'illusion qu'il y existe encore la moindre zone de sécurité. Le renseignement militaire ukrainien a ouvert un nouveau cauchemar pour les occupants. Les légendaires drones maritimes Magura, qui ont déjà envoyé par le fond plus d'un navire russe, ont désormais commencé à chasser également des cibles terrestres. Les opérateurs de l'unité spéciale Groupe 13 ont utilisé les tout derniers drones maritimes équipés de drones FPV pour frapper des installations radars russes directement en Crimée occupée. Le véhicule de commandement du complexe radar Podley et le système d'identification ami-ennemi Parole 4 ont été touchés, des éléments clés qui aident la défense anti-aérienne russe à détecter des cibles, à coordonner ses systèmes et à protéger ses installations militaires. En d'autres termes, l'Ukraine ne frappe plus seulement les armes elles-mêmes, mais s'attaque aux yeux et au système nerveux de la défense anti-aérienne russe. La direction principale du renseignement a déclaré sans détour, désormais les Magura représentent une menace pour les occupants non seulement en mer, mais aussi sur le sol criméen. Et cela signifie une véritable révolution dans la guerre. Si auparavant les Russes tentèrent de se cacher des drones ukrainiens derrière le littoral, désormais la côte elle-même cesse d'être un refuge pour eux. En fait, l'Ukraine efface la frontière entre la mer et la terre. La mer Noire ne protège plus la Crimée. Au contraire, elle se transforme en une direction supplémentaire d'où provient la frappe. Pour les militaires russes, cela ne signifie qu'une chose, les itinéraires sûrs, les positions sûres et les bases sûres sur la péninsule se font de plus en plus rares. Et cela s'inscrit parfaitement dans la stratégie ukrainienne globale. D'abord la flotte de la mer Noire, puis les systèmes de défense anti-aérienne, ensuite les radars, la logistique, l'énergie, le chemin de fer, les entrepôts et les postes de commandement.
Pas à pas, l'Ukraine ne se contente pas de porter des frappes isolées. Elle isole méthodiquement la Crimée de la machine de guerre russe. Chaque radar détruit rend l'attaque suivante plus facile. Chaque nœud de communication endommagé complique la coordination des occupants et chaque frappe sur la logistique resserre encore davantage l'étau autour de la péninsule. Il semble que la Crimée commence à ressentir véritablement le prix de la guerre. Ce qui semblait encore récemment n'être que des incidents isolés se transforme désormais en une nouvelle réalité pour les habitants de la péninsule occupée. L'électricité disparaît pendant des jours entiers et avec elle l'eau, les communications et même la possibilité de faire le plein de carburant normalement. Sur les réseaux sociaux, on discute de plus en plus, non plus des vacances et de la saison touristique, mais de la question la plus simple, comment survivre sans électricité ni services publics de base. Selon les rapports des électriciens locaux, les coupures d'urgence touchent pratiquement toute la Crimée et il n'y a plus de calendrier précis pour la fourniture d'électricité. Les gens sont contraints de chercher n'importe quelle possibilité de recharger leur téléphone et autres appareils, c'est pourquoi les files d'attente se sont déplacées vers les grands magasins qui peuvent encore fonctionner grâce à des générateurs. Sur les réseaux sociaux, les Criméens décrivent leur situation de plus en plus ouvertement. Ils se plaignent que cela fait déjà plusieurs